Qu'aurait fait Jaurès? Voilà une question que l'on se pose. Il paraît qu'il y a même une petite tasse éditée par les jeunes socialistes qui porte cette question-là. Après l'histoire, on va donc passer à la politique appliquée. C'est une des questions politiques de l'année, puisque par exemple Manuel Valls prétend que Jean Jaurès aurait signé le pacte de responsabilité. Colère évidemment des héritiers communistes du fondateur de l'humanité. Finalement, à qui appartient Jaurès? On va se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on s'en réclame tant un siècle après? Et d'une manière générale, qu'est-ce qu'il faut penser de cette manie de nos hommes politiques à se revendiquer, à citer, à clamer le nom des grands hommes qui s'appellent Henri IV, Jaurès, Clémenceau, De Gaulle? Ça vaut de l'autre côté de la Manche d'ailleurs avec Churchill, dont on va commémorer là aussi les 50 ans de la disparition en grande pompe. On va en parler ce soir avec Bernard Georges, le réalisateur de Jaurès est vivant qu'on vient de voir, l'éditorialiste de RTL Alain Duhamel, membre de l'Institut qui vient de publier une histoire personnelle de la 5e chez Plomb, le politologue Roland Quérol, directeur de recherche et professeur à Sciences Po, l'historien Bruno Fulini, auteur notamment du Monde selon Jaurès, c'est publié chez Talandier, et Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, directeur de l'Observatoire de la vie politique à la Fondation Jean Jaurès. Bernard Georges d'abord. Vous avez réalisé ce documentaire avec Jean-Noël Jeanneney, je le disais tout à l'heure. C'était facile de faire une histoire de Jaurès à un moment où tout le monde se déchire le costard, le costume du grand homme? La vraie difficulté avec Jaurès, c'est qu'il appartient à un monde qui n'est plus le nôtre. C'est pas un monde de l'image, enfin, c'est pas un monde de l'image animée, de Twitter, du téléphone portable. Donc, Jaurès est très peu filmé. Il y avait 2 plans animés qu'on connaissait de lui, devant l'Assemblée nationale, d'ailleurs, où il arrive avec Millevoye, qui est un député pas du tout socialiste, ce qui prouve bien que Jaurès n'était pas sectaire. Et puis un autre plan où il était à Berlin au congrès de l'international socialiste en 1912. Et puis nous, en faisant des recherches, c'est un peu l'archéologie des films d'archives, ouais. on cherche désespérément des nouveaux plans. On a réussi à trouver un nouveau plan de Jaurès qui vient des États-Unis. Enfin, on l'a trouvé dans un film de montage américain et dans lequel je pense qu'il est à côté d'Édouard Vaillant et peut-être ça serait au mur des fédérés. J'en suis pas très sûr. Mais c'est un nouveau plan qu'on connaissait pas de lui. Donc faire un film d'1 heure avec 3 plans animés de Jaurès, et puis c'est pas un de problème. voix. Pas de voix. J'allais dire pas de cassette, c'était plutôt pas des enregistrements sur cassette à l'époque, mais rien, on n'entend pas la voix de Il y a Jean une légende Jaurès. qui dit qu'il a été enregistré. On n'a jamais trouvé Ça reste à le découvrir. cylindre, oui, ça reste à découvrir. Il avait l'accent comme vous, Jean Jaurès? J'espère qu'il avait l'accent. En tout cas, il venait du Tarn, donc il devait peut-être avoir l'accent, je suppose. Enfin, certains historiens pensent qu'il avait l'accent quand même. Qu'est-ce qui vous a étonné dans le personnage? C'est un personnage gigantesque, c'est un personnage énorme, c'est un scène vitrail de la République, comme dit Jean-Noël dans le film. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Une icône laïque alors? Oui, c'est un personnage exceptionnel qu'on a rarement dans notre histoire, avec une puissance de pensée voilà, qui va très très loin. Vous dites c'est un homme politique ou c'est un intellectuel? C'est un intellectuel qui choisit la politique parce qu'il est dans un monde, je crois, où il y a beaucoup de choses à faire et donc il s'engage très fortement. Bon, évidemment, avec les luttes de Carmot, il va devenir socialiste, mais il est rentré en politique avant. Il pense que la politique... Un homme de gauche déjà? Je pense que... En fait, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il vient pas d'un univers de gauche. Il devient quelqu'un de gauche. C'est une réflexion intellectuelle qui l'amène, je pense, à devenir socialiste. C'est ça qui est formidable chez lui. C'est vraiment la pensée qui le conduit à être ce qu'il est. Ce qui fait qu'il est si vivant aujourd'hui, puisque c'est la thèse de votre documentaire, c'est quoi? Sont ses qualités de tribun? Non, ça s'est envolé, si j'ose dire. Oui, ça, le côté orateur. On le voit derrière vous, là, Jaurès. Tout le monde en parle, mais Il y avait 150 000 personnes à certains de au Pré Saint-Gervais. ces On se demande meetings. même comment les gens l'entendent, au fond, puisqu'il y a tellement de monde, on le voit dans la photo. Il paraît que les gens répétaient la parole de Jaurès d'une rangée à l'autre. Il n'y avait que les premiers rangs qui entendaient, même s'il avait une voix très sonore, hein, portée par Et donc, un organe quand ça arrivait au bout, ça devait être drôlement déformé, le message. Déformé, on imagine, ouais. Ouais. Jean Jaurès, finalement, alors, si c'est pas les discours, si c'est pas la voix, puisqu'on ne l'entend pas, ce ne sont pas les images animées, puisqu'on ne les voit pas. D'ailleurs, dans votre film, vous faites une part à la reconstitution Oui, on est obligé, avec des acteurs. Qu'est-ce qui fait qu'il est encore si vivant? Je pense que c'est la puissance de la pensée. Enfin, on est là pour en parler, mais je pense que c'est la puissance de la pensée. C'est une vision du monde qui est quand même... Bon, évidemment, il n'est pas du tout dans le même monde que nous. Il n'a pas connu les 2 guerres mondiales et tout ce qui va se passer. Mais dans la pensée, dans la façon dont il imagine le futur, il y a cette idée de l'humanité
l'humanité. L'humanité, c'est tous les hommes sont sur cette planète et doivent vivre une histoire commune. Il y a cette idée de cet humanisme très très fort chez lui. Dans l'affaire Dreyfus, quand on l'attaque, ou son propre camp l'attaque en disant pourquoi prendre la défense d'un bourgeois, il dit non, Dreyfus, une fois qu'il est accusé à tort, il devient une fois qu'il est à terre, c'est une victime. C'est une victime, et donc il représente l'humanité souffrante. Donc il y a chez lui cette pensée très très puissante et qui n'est pas ni vaine ni feinte. Il a cette vraie cette idée du partage entre les hommes. Vous adhérez au film que vous avez vu, les uns et les autres, Alain Duhamel? C'est un peu le James Dean des socialistes, Jaurès, finalement. Il est fauché au moment où il aurait pu le devenir. Je trouve qu'il est trop bien pour les socialistes. Ah, trop bien pour les socialistes. Oui, parce qu'il donne une image trop magnifique, généreuse, positive, cultivée, éloquente, etc. On a envie de dire ça n'existe pas, Jaurès. Et d'ailleurs, ça n'existe pas. Celui-là a existé, mais aujourd'hui, il n'y a pas de Jaurès. Enfin, en tout cas, pas que je sache. Et bon, alors, évidemment, le film, j'ai bien aimé le film, et j'ai bien aimé les questions, etc. J'ai trouvé que c'était très bien. Il y aurait eu une pointe de Clémenceau. On aperçoit Jules Guesde, mais on son grand ennemi, on n'entend Clémenceau. pas ses ratios. Jules Guesde aussi. Et j'aurais bien aimé peut-être un petit peu de Poincaré ou un petit peu de Caillot, histoire de rajouter un peu de sel au milieu de l'encens. Mais honnêtement, c'est un très beau film qui donne envie d'aimer Jaurès. Et comme je pense que Jaurès mérite d'être aimé, j'étais très content. Alors c'est frappant de voir combien il avait d'ennemis à l'époque. C'est l'un des hommes les plus insultés de son temps. L'extrême droite, bien sûr. Alors, les nationalistes, d'une manière générale. Et la donc gauche. En particulier à droite. Et la gauche. Alain Duhamel Oui, les antisémites. Alors à droite, on l'appelle Air Jaurès, l'agent d'Allemagne, tout ce que l'on veut. Mais il y a différentes factions à gauche, les anarchistes, les marxistes que sont les guédistes ou les primo-marxistes que sont les guédistes qui lui en veulent aussi à certains moments. Et ça s'inscrit bien sûr dans un contexte où la polémique est, je dirais, le régime normal du débat politique. Mais chez Jaurès, ça va très loin et à telle enseigne que lui-même, à la Tribune, va dire en 1913, et en 1913, un an avant l'assassinat, il y a contre nous un appel perpétuel à l'assassinat. Il finit par s'en plaindre publiquement. Il a conscience que sa vie même est menacée tellement l'injure va loin. Donc, un homme haï à l'époque qu'on s'arrache aujourd'hui de gauche comme de droite, c'était bien rappelé tout à l'heure. Et même d'extrême droite. Et d'extrême droite. droite. Puisque Louis Alliot a publié dans sa circonscription, Jaurès aurait voté pour nous. Oui, on le voit dans le film au début. Écoutez, justement, dans le film, comment on s'en revendique. Le vrai héritage de Jaurès, c'est nous qui l'avons aujourd'hui en main. 100 ans après la mort de Jean Jaurès, personne ne paraît plus hésiter aujourd'hui à saluer sa mémoire et à le prendre en référence. À gauche, bien sûr, puisqu'il en fut un acteur sans pareil, mais à droite aussi. Jaurès disait, la nation, c'est le seul bien des pauvres. La gauche a abandonné la nation. L'extrême droite même s'en est emparée, sans vergogne. Cet homme de combat et de conviction est désormais au cœur d'une sorte d'unanimisme étrange. Oui, unanimité contre lui, unanimité pour lui aujourd'hui, Roland Quérol. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que Jaurès se soit devenu une formule magique? C'est un monument. C'est un monument dont je doute qu'on le visite autant que ça. Je ne vois pas grand monde qui aujourd'hui lise Jaurès. Non, le cite. Beaucoup. On l'utilise. On cite, donc on le récupère. On cite des citations de lui, oui. Plus qu'on ne va les chercher. Il a l'avantage d'avoir été un très grand homme. Il a l'avantage d'avoir fait cette synthèse qui permet que tous les courants de la gauche aient une bonne raison de se revendiquer de lui, une bonne ou une mauvaise, enfin une raison en tout cas. Et il est mort sans qu'on sache ce qu'il aurait dit dans les jours suivants. Donc ça boucle un personnage qui ne peut qu'être admiré par toutes les facettes de la gauche. Quand vous dites qu'il est réclamé par tous, il ne faut pas exagérer. C'est quand même d'abord, s'il est au Panthéon et si Mitterrand est allé là, c'est quand même la grande figure de la gauche. Et que lorsque certains, Alliot, plus encore Nicolas Sarkozy dans un discours fameux, vont le chercher... La gauche a abandonné Jaurès.
c'est précisément pour une espèce de clin d'œil ou de tacle adressé à la gauche. C'est pas la revendication de ce que disait Jaurès. C'est pas aller chercher les classes populaires que de dire Jaurès finalement Bien de notre sûr, côté. bien sûr, parce qu'on pense que... C'est-à-dire les oubliés de la République. il y a comme cette dit Jean-Marie Le Pen. vénération de l'ensemble de la gauche. Mais on voit dans le film, à un moment, le Jean-Noël Jeannet se pose la question de savoir si toutes ces avenues Jean Jaurès, ces cafés Jean Jaurès, finissent pas par banaliser un peu un personnage qu'au fond on ne connaît pas. Et je crois que c'est ça la réalité. Moi, je doute beaucoup. Oh, si je peux raconter une anecdote personnelle. Un jour, Gaston Defferre est candidat. Il veut être candidat à la présidentielle et il s'oppose à Guy Mollet dans un congrès socialiste. Il n'avait jamais lu Jean Jaurès, Gaston Defferre, et il m'a demandé de trouver des citations de Jean Jaurès qui éclaireraient bien l'idée que la modernité, elle était aussi déjà incarnée par Jaurès. Donc je travaillais pendant 8 jours à chercher désespérément. Il les a consciencieusement lus à la tribune. Voilà, cette anecdote pour dire que il me semble que voilà, c'est beaucoup l'homme, le monument qu'on cite, sans que les références charnelles, je dirais même politique au sens profond du terme, soit toujours là. Vous avez lu Jaurès les uns et les autres? Vous l'avez lu? Moi, je l'ai lu, oui. Il y a tout de même un personnage dans le film qui est critique à un moment, et peut-être qu'on pourrait y revenir à un autre moment, c'est Vincent Payon, qui est quand même envoie une pierre dans son jardin, qui peut-être mérite de l'être. Parce qu'il l'a lu, c'est ça le problème. Eh oui. Et pourquoi? Ça veut dire quoi? Jaurès disparaît quand on lit Jaurès? Parce que quoi? Il y a deux choses avec Jean Jaurès. Il y a une chose qui a été évoquée très vite, qui est le fait qu'il n'a jamais exercé le pouvoir. Or, la question de la gauche au XXe siècle, le siècle que n'a pas pu inaugurer Jean Jaurès, c'est la question du pouvoir, qui ne s'était jamais posée avant. Ça, c'est un premier élément. Et puis, dans Jean Jaurès... On devrait citer Blum, pas Jaurès, parce que Blum, lui, a connu le pouvoir. Exactement. Et qui est moins sanctifié, ce qui, pour des esprits laïcs, est toujours... Parce qu'il s'y est abîmé. Problématique, puisque, évidemment, la contrainte du pouvoir oblige à un certain nombre de compromis quand ce n'est pas des compromissions. Le deuxième élément, c'est qu'à l'intérieur de l'œuvre de Jaurès, et moi-même sans avoir tout lu, notamment l'histoire socialiste de la Révolution française, qui est quand même un gros morceau. J'en ai lu des parties seulement, je le confesse volontiers. Mais dans ces discours que là j'ai à peu près tous lus, il y a quand même aussi l'homme de l'époque. Et ça apparaît très très peu dans le film, parce que c'est plutôt, c'est de bon aloi en cette année Jaurès. Il ne s'agit pas de venir... mettre du désordre dans le jeu de qui, je dirais comme ça. Mais, vous voulez dire qu'on n'écorne pas l'image? Non, mais par exemple, Jaurès, avant d'être Dreyfusard, est de son époque. C'est-à-dire qu'il doute. Mais il ne fait plus que douter. Il s'indigne de la façon dont la communauté juive monte au fil. Voilà, c'est rappelé rapidement sur les puissances, sur le complot des puissances en faveur de Dreyfus, mais Jaurès a tenu des propos antisémites, comme on en tenait à l'époque très largement, à la fois à gauche, à droite et bien sûr à l'extrême droite. C'était pas tout à fait le même type d'antisémitisme. Mais sans rentrer dans le détail, il y avait une forme d'antisémitisme très large, et Jaurès a tenu des propos de son époque sur le lien entre le capitalisme et les juifs, et l'appât du gain, etc. Des phrases qui sont très dures. Et alors c'est très intéressant parce qu'il était aussi plutôt colonialiste. Il voulait un colonialisme humaniste, mais il était assez colonialiste. Il était tout à fait là aussi dans son époque. Et c'est quelque chose d'intéressant dans la récupération, moi qui me frappe toujours. La gauche aujourd'hui, toute la gauche, Roland Carroll le disait, récupère Jaurès, tente de récupérer, et même au-delà de la gauche. Cette gauche qui aujourd'hui est profondément, et à juste titre, attentive à l'antisémitisme bien sûr, au racisme, au relent de colonialisme, le post-colonialisme, c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans la gauche. Or, il y a un personnage que la gauche déteste, ou aime beaucoup moins que Jean Jaurès, qui est Clémenceau, qui, lui, n'a jamais été ni colonialiste, ni antisémite. Qui n'a jamais dit une parole antisémite de toute sa carrière, parce qu'il était profondément, non pas philosémite particulièrement, mais en tout cas, il était très attentif à cela. Et il était, on se souvient de son débat avec Jules Ferry, anticolonialiste. Or, la gauche déteste Clémenceau, ou l'aime moins. On voit les Manuel Valls s'en revendique, on voit les réactions à la récupération par oui, Manuel Valls de Clémenceau. Oui. Mais c'est très, très, très violent. Pourquoi? Parce que Clémenceau, lui, a exercé, je reviens à ce que je disais au début, le pouvoir, comme ministre de l'Intérieur notamment, puis ensuite évidemment président du Conseil. Et quand il a été ministre de l'Intérieur, il a fait tirer, au nom de l'ordre républicain, ça rappelle aussi une actualité immédiate. C'est fascinant quand on résume l'histoire à un siècle il a fait comme tirer sur
des révoltés, alors une révolte ouvrière, disons une émeute ouvrière, et aujourd'hui la gauche dit c'est l'assassin du peuple, l'assassin de la classe ouvrière, Clémenceau. Simplement à l'époque, on était dans un contexte, c'était les années 1900, 1906, 1907, et on était dans un contexte de révolution. Je ne peux pas m'empêcher de penser... Voilà, de la part notamment de la classe ouvrière. Il y avait eu 1905 en Russie, il y avait quand même des prémices de ce qui allait se passer. Quand je vous entends parler comme ça de Clémenceau qui a fait tirer sur les ouvriers, je ne peux pas m'empêcher de penser, pardon, la comparaison n'est jamais raison, mais au barrage de Sivins et à la façon dont la gauche a réagi à la mort de la manifestante. À l'époque aussi, il y a eu un débat. On tirait à balles à l'époque et on faisait tirer la troupe. Oui. Non, mais vous connaissez bien ça avec les viticulteurs. C'était pas la même chose, c'est vrai. Il y avait les viticulteurs et on se souvient de la fameuse scène dans Germinal où la troupe qui déclenche la grève, où la troupe tire. Les plus beaux débats qu'il y ait jamais eu dans notre vie parlementaire, c'est sans doute ceux de 1906 à 1908 qui justement opposent Clémenceau à Jaurès. Parce que ce sont deux hommes de gauche, mais de gauche différentes. La gauche républicaine et la gauche socialiste. La gauche socialiste. La gauche qui gouverne et la gauche qui croit qu'elle gouvernera. Disons les deux grandes traditions, deux des trois grandes traditions qui animent l'histoire de la gauche et du mouvement ouvrier. Et c'est pour ça que c'est très riche et que Jaurès peut être récupéré, parce qu'en fait, si on isole des phrases, et souvent des bouts de phrases, parce que les discours de Jaurès sont des discours très abondants, il est presque impossible de faire une citation exacte de Jaurès dans un discours politique, parce que la moindre de ces phrases, surtout quand elle vient de discours qui étaient improvisés, elle couvre une page, deux pages. Donc ces phrases fameuses, par exemple, n'existent pas. Ce sont généralement des fragments, plus ou moins honnêtement recueillis, du discours à la jeunesse ou de certains discours parlementaires. Et encore, souvent l'utilisation, regardez par exemple le fragment aller à l'idéal et comprendre le réel, souvent est utilisé pour sous-entendre qu'il faut aller à l'idéal, mais d'un certain point de vue, accepter le réel, s'en contenter. Alors que si on va au manuscrit, on se rend compte qu'il avait écrit accepter et qu'il l'a rayé. Et que donc, rien que cet extrait, disons qu'il y a des usages extrêmement multiples de Jaurès. Il faut savoir, pour être complet, que sous l'occupation, il y a eu un Jaurès collabo. Je m'explique, je veux dire par là qu'il y a eu des mouvements collaborationnistes qui, vraiment en tirant la réalité. On dit, vous voyez, Jaurès était comme nous, il était pour la paix et pour s'entendre avec les Allemands. On récupérait déjà Jaurès pendant la collaboration. On a toujours récupéré les grands hommes, parce qu'en fait, on ne récupère que ce qui est intéressant. Personne aujourd'hui ne cherche à récupérer Paul Doumer ou Sadi Carnot, qui pourtant sont morts assassinés aussi, ou Jules Guesde. On ne cherche pas à les récupérer. On récupère ce qui est intéressant. Il arrive à Jaurès ce qui est arrivé à Victor Hugo, ce qui arrive à De Gaulle, ce qui arrive à ces figures majeures qui ont encore une valeur aujourd'hui. C'est ça qui nous intéresse. Je vais vous donner la parole, Alain Duhamel. Je voudrais qu'on réentende, parce que tout à l'heure vous en parliez, Laurent Bouvet, Vincent Peillon, qui finalement porte une critique assez rude contre Jaurès. On ne peut pas lui reprocher à Jaurès de ne pas avoir empêché la guerre, évidemment. En revanche, il lui reproche, Vincent Peillon, assez clairement de ne pas avoir choisi son camp à l'intérieur du Parti socialiste, ou plutôt d'avoir tenté une forme de synthèse. Oui, mais écoutez-le. Quand on étudie Jaurès, il est à la fois une formidable ressource positive et actuelle pour penser des éléments comme la morale laïque, l'individualisme républicain, mais il doit nous faire réfléchir aussi sur le prix des compromis en politique. Car d'une certaine façon, ce très grand intellectuel qui, à un moment, pour des raisons, je dirais, de contingence historique, fait l'unité des socialistes, paye lui-même très cher ce compromis. Et quand on lit l'histoire du socialisme, on voit que ce divorce entre deux théories socialistes et deux attitudes dont Jaurès essaye de faire la synthèse, on va les retrouver à tout moment de l'histoire de la gauche. Ce qui explique que le Parti socialiste, qui a eu parfois des pratiques opportunistes au pouvoir, a toujours tenu des discours très marxistes de lutte des classes. Et donc un écart formidable, dont nos concitoyens ont d'ailleurs parfois souffert, entre le discours et les pratiques. Finalement, Jaurès, c'est le premier des Hollandais. Il fait la synthèse, il essaye de conserver l'unité du parti intacte. Alors, c'est pas qu'il essaye de conserver l'unité, c'est qu'il veut un parti socialiste unifié. Jusqu'à 1905, jusqu'au moment de la création de ce qu'on appelle donc la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, ce qu'on appelait la deuxième internationale, qui regroupait les différents socialistes dans les pays européens. Le socialisme français, c'était
tout un ensemble de familles extrêmement différentes. Il y avait des gens qui étaient anarcho-syndicalistes, il y en avait d'autres qui voulaient collaborer avec le gouvernement, il y avait des parlementaires comme Jaurès, il y avait des gens beaucoup plus révolutionnaires. Ça me rappelle quelque chose, hein. Oui, mais je veux dire, on est en train de vivre ça à gauche aujourd'hui. C'était mais ça a toujours été ça, la gauche. Et lui, il décide, parce qu'il y a eu des grands débats dans l'international socialiste, les années qui viennent de passer, il y a eu ce qu'on appelait la crise révisionniste. C'est-à-dire les gens qui disent, derrière un Allemand qu'on appelle Edward Bernstein, qui disent il faut réviser le marxisme. Parce que le marxisme ne correspond plus au tournant du 19 et du 20e siècle à ce qu'il était quand Marx a écrit Le Capital dans les années 60-70, 1860-70. Il y a eu des transformations considérable de la société industrielle. Donc il faut revoir l'ensemble, y compris l'aspect révolutionnaire, etc. Il y a un grand débat. Ce sont les orthodoxes qui l'emportent dans l'international socialiste, au SPD allemand, qui est le grand parti de l'époque, et dans l'international socialiste. Les orthodoxes gagnent. Jaurès, en France, face à cette victoire des orthodoxes, comprend qu'il y a intérêt, si les socialistes veulent peser, de rassembler les différentes familles. Et que fait-il? C'est ce que dit Vincent Peillon. Finalement, il laisse les clés du camion socialiste à Jules Guesde. C'est-à-dire que pour l'unité, il accepte que la branche orthodoxe, qui n'est pas majoritaire en France, mais qui l'est dans la décision générale qui a été prise, disons, qui est le rapport de force à l'intérieur de l'international socialiste, qui est représenté en France essentiellement par Jules Guesde, soit finalement dominant au sein du Parti socialiste, du nouveau Parti socialiste. C'est ce que dit Vincent Peillon, et c'est effectivement la grande œuvre de Jean Jaurès, pour la gauche française, l'unification du Parti socialiste. À l'époque, c'est encore le nom du journal du Parti socialiste. Hein. L'Humanité. L'Unité. Ah, l'Unité, oui, mais enfin, ça a été longtemps. Ouais. Ça n'est plus aujourd'hui, il n'existe plus. Ouais. Mais je date un peu. Ouais, mais si, c'est ça la grande idée jaurésienne. Il y a deux idées, c'est la famille socialiste unie et rapprocher le socialisme de la République, les deux gauches. Mais il fait des concessions parce que sur le terrain, si on veut, dans le rapport de force, il est obligé d'en passer par l'accord avec ceux qui sont majoritaires, les marxistes orthodoxes. Oui, juste un mot là-dessus, je crois que Laurent Bouvet a bien décrit le contexte. Il fait un tout petit peu plus, à mon avis, Jaurès. Alors évidemment, quand on lit les textes de l'époque, le vocabulaire de la gauche n'est plus celui d'aujourd'hui. Hein. On nage dans les prolétaires, le prolétariat, l'affrontement de classe. Voilà. Tout ça a été remisé au magasin des accessoires et Jaurès, lui, est en plein dedans. Mais il fait ce que dit Laurent Bouvet et il consent, du coup, ce qui va devenir une grande tradition socialiste. Et d'ailleurs, il le dit, Peillon, à accepter de charger son propre vocabulaire du vocabulaire des autres. Oui, ce qui crée de la confusion. Voilà, faire l'unité. Ce qu'on a appelé la synthèse jaurésienne, et ce n'est pas un hasard si ce mot de synthèse est devenu le maître mot des congrès socialistes, c'est quand même, allez, au nom de l'unité, j'accepte un bout de ton truc. Tu parles de révolution sociale, eh bien, je vais utiliser les termes révolution sociale. C'est-à-dire que les mots n'ont plus complètement leur sens, qui sont utilisés comme une monnaie d'échange entre les courants du parti. C'est drôle parce que c'est drôle sans l'être pour les socialistes qui s'en plaignent beaucoup aujourd'hui. C'est un vrai problème. C'est la distance entre la vérité de ce que veulent dire les mots et de l'utilisation politique des mots. Moi, je reconnais bien sûr totalement que c'est un grand homme, mais je trouve que c'est aussi la maquette de toutes les dérives socialistes françaises. Et que ce qu'il a fait, en réalité, c'était un grand précurseur de François Mitterrand et de François Hollande. Absolument. C'est-à-dire durcir, alors faire l'union de la gauche, essayer en tout cas, durcir le vocabulaire au maximum en étant ensuite résolu à mener une action beaucoup plus empirique. Ce qui crée, il faut dire les choses par leur nom, une formidable hypocrisie. C'est-à-dire que cet homme qui était la vertu même n'en avait pas moins des défauts qui étaient graves, et à commencer par l'hypocrisie qui consiste au fond, il a passé sa vie à faire des discours du Bourget. Il les a fait formidablement, il les a fait avec moins de concision, mais c'était le même procédé qu'il utilisait. Et ce procédé-là, moi j'ai toujours pensé qu'il était, je ne veux pas dire qu'il n'y a que la gauche qui raconte des histoires pendant les campagnes électorales, naturellement, mais je pense que ça a toujours été l'origine des désillusions mécaniques de la gauche au pouvoir. Je pense que la gauche a toujours et a voulu faire rêver pendant les campagnes. Comme j'en ai suivi quand même un certain nombre, j'ai pu le vérifier, comme Roland, quelquefois avec des abus de mots formidables. Je me rappelle, comme nous tous d'ailleurs, le fameux discours de François Mitterrand sur l'argent.
Et ensuite, je me rappelle aussi que ce qu'il a fait à partir de 83. On ne peut pas dire que ce soit le même homme. Ce que fait François Hollande aujourd'hui avec l'entreprise. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'au fond, Jaurès est fondateur parce qu'il a donné une vertu, une légitimité et puis une grandeur au mouvement socialiste français. Mais il est fondateur aussi parce qu'il a, au fond, condamné les socialistes français à se comporter comme des opportunistes, c'est-à-dire à dire quelque chose pendant les campagnes et à faire autre chose au pouvoir. Et quand on parle toujours des socialistes du pouvoir, de la désillusion, des grandes craintes, je veux dire, en ça, c'est vraiment l'anti-Mendès France. Mendès France, pendant ses campagnes, disait ce qu'il voulait faire. Et quand il a eu, rarement il faut le dire, l'occasion... Non, mais il a quand même été dans des gouvernements. Bien sûr, aussi. mais président du Conseil, 7 mois. Bien sûr. 17 jours. Quand il a eu l'occasion de le faire, il l'a fait. Alors peut-être que d'être sincère, ça empêche de rester au pouvoir. C'est très possible. Mais d'être insincère, ça donne une mauvaise image du pouvoir. Moi, je suis frappé de voir que Jean Jaurès n'est pas un homme de rupture. On le voyait tout à l'heure dans le documentaire. C'est un homme, au moment le plus dur du combat de l'Église et de l'État, bien sûr. Sa fille fait sa communion. Il aide Aristide Briand. Il aide Aristide Briand. Pour la loi de 1905 sur la laïcité. C'est jamais un homme de rupture. Il s'entend avec les radicaux, il ne les rejoint pas au gouvernement. Il s'entend avec les socialistes les plus durs, mais il n'est pas d'accord avec eux. C'est pour ça que Jaurès se prête à des récupérations et en même temps pas si bien que ça, parce qu'il n'est jamais là où on l'attend. Jaurès, c'est pas un homme de slogan. Si on va vraiment chercher le vrai Jaurès. Non, mais il y a deux Jaurès en fait. Il y a celui effectivement dont on parlait, la barbe, la plaque de rue, la statue, et tout ça, ça ne parle pas. C'est formidable. On peut en faire ce qu'on veut. Et puis il y a le Jaurès qui a parlé, qui a écrit, dont on a recueilli les discours. Et moi, au contraire, dans son contexte historique, et dans son contexte historique, pas d'anachronisme. C'est essentiel. Quand on se reporte à ces textes, moi, ce qui m'a frappé en m'immergeant dans les textes de Jaurès, c'est la cohérence, au contraire. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, il est capable. Il est capable, d'un point de vue pragmatique, de composer avec non seulement des tendances socialistes, mais avec les radicaux, parfois même avec des religieux, avec la droite. Oui, dans un contexte donné, pour des raisons pragmatiques. Mais sur le fond de la pensée, parce que Jaurès est aussi un professeur de philosophie, un intellectuel. Sa vision du monde, son explication du monde, ça n'est qu'un approfondissement qui, lui, c'est formidable parce que depuis le début, vous me dites, très intéressant, c'est un marqueur de gauche. Attendez, vous me dites c'est un marqueur de gauche très fort, Jaurès. C'est pour ça qu'il est récupéré, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Voilà, l'élu proche des ouvriers, proche des prolétaires, etc. Et puis de l'autre côté, vous me dites, mais quand on le lit, mais personne ne le lit. Parce que ce que disait tout à l'heure Roland Carroll. Donc quand on le lit, on voit le vrai Jaurès, mais personne ne le lit. Parce que personne ne s'intéresse au vrai Jaurès. J'ai eu l'occasion de le faire jouer à des comédiens des discours de Jaurès. Et tout le public était étonné, me disait, mais on dirait qu'on parle d'aujourd'hui. Alors que bien sûr, il parlait d'autres choses. Depuis le début de cette émission. Voilà, il parlait d'autres choses. Mais les questions qu'il évoque, d'abord il les aborde en pleine sincérité, et puis il pose des problèmes qui sont des problèmes philosophiques. C'est pour ça qu'il a quand même résisté autant. Il n'est pas seulement dans, je dirais, dans l'actualité, dans l'écume. Et par exemple, pour se remettre dans son temps, c'est quand même grâce à Jaurès qu'une grande partie de la gauche est républicaine. À l'époque de Jaurès, une partie importante Manuel Valls, la synthèse, c'est ça la synthèse. C'est que les socialistes français sont des républicains. C'est la synthèse avec la République. Avec la République. C'est-à-dire que lui, quand il dit la Révolution française... On peut être internationaliste et être français et républicain. Oui, bien sûr. C'est même logique. L'attachement à la patrie rapproche de l'universel. J'entends. Mais c'est un débat qu'on a complètement dépassé aujourd'hui, ou je me trompe? Parce qu'aujourd'hui, il est fondamental. Ça veut dire quand même, quitte à aller continuer dans l'anachronisme, ça veut dire qu'à mon avis, compte tenu encore des différences d'époque, c'est à bon droit que Jaurès est considéré comme le père du socialisme réformiste, idéologiquement. Le débat Jaurès... Donc Manuel Valls a raison de dire qu'il aurait voté aujourd'hui le pacte de responsabilité. Non, mais voilà, ça je ne sais pas, Mais en tout cas, c'est vraiment la volonté d'un socialisme républicain, laïque, et d'un socialisme qui pratique la réforme et non pas la révolution. Mais qui a un vocabulaire à visée révolutionnaire, qui accepte d'intégrer de temps en temps un peu de dictature du prolétariat, un peu de... voilà. Et donc voilà, je crois que fondamentalement, il est le père du socialisme réformiste, mais que son vocabulaire l'a entraîné dans ce que Peillon appelle un compromis. Un compromis idéologique qui est parfois assez pénible. Alain Duhamel et puis Laurent Bouvet ensuite. Alain Duhamel. Sans jouer les troubles faits, vous parliez de sa cohérence. Pour être certain de sa cohérence, il aurait fallu la mesurer avec le pouvoir. Je veux dire, il a une cohérence magnifique, mais c'est une cohérence rhétorique.
pour savoir si c'est cohérent. Oui, mais là, non, intellectuel. La rhétorique, c'est un artifice. Oui, non, mais ça, je sais. Oui, j'ai un dictionnaire à la maison. Mais ce que je veux dire, c'est que il est au fond béatifié et même canonisé aussi parce qu'il n'a pas exercé le pouvoir. Et donc que sa cohérence, c'est une cohérence de l'esprit, c'est pas une cohérence du réel. Une phrase de Clémenceau magnifique concernant Jaurès, c'est ça, les discours de Jaurès sont toujours au futur. Les discours de M. Jaurès se reconnaissent au fait que tous les verbes sont conjugués au futur. Et pour en terminer, je pense que sa chance supplémentaire, si j'ose dire, sa chance à lui pour sa place dans l'histoire, pas forcément sa chance pour les socialistes français qui ont suivi, mais sa chance à lui pour la place dans l'histoire, c'est que le socialisme tel qu'il le définissait, non seulement lui n'a jamais eu, ce qui est dommage, l'occasion de le mettre en œuvre, mais personne ne l'a mis en œuvre en France. Et donc que son socialisme reste idéal parce qu'il ne s'est jamais incarné. Et que ça fait partie du culte. Et donc les jeunes socialistes peuvent éditer une petite tasse avec marqué en anglais « Que ferait Jaurès ?» et on n'a pas la réponse. Mais on n'a pas la réponse. Et au siège de l'Humanité, devenu organe central du Parti communiste français, il ne marque plus là-dessus, mais c'est toujours le journal du parti, il y a toujours la reproduction de la une du premier édito de Jaurès, dont il se réclame. Alors pourquoi? Parce qu'il faut peut-être expliquer simplement, à l'époque où Jaurès crée la SFIO, il n'y a pas évidemment encore de parti communiste, puisque c'est après la guerre, avec le congrès de Tours en 1920. Et la majorité... D'ailleurs, quand Jaurès les cendres de Jaurès sont transférées au Panthéon, il y a deux cortèges. Oui, bien sûr, parce que c'est avec le cartel des gauches en 1924, et la séparation est très nette. Mais pourquoi l'Humanité est devenue l'organe, ce que dit Roland Carroll, l'organe du Parti communiste? Parce que la majorité de la SFIO adhère aux 21 conditions de l'internationale communiste, la Comintern, la troisième internationale de Lénine, dirigée par Moscou. Et donc ils emmènent, ils emportent plus exactement le journal de Jaurès avec eux, aux grandes dames de Léon Blum, qui reste et défend, comme son discours fameux à Tours, la vieille maison. Mais ce qui est intéressant avec Jaurès sur un point philosophique, ce qui était dit tout à l'heure par rapport à sa cohérence politique, évidemment, il a un vocabulaire qui se marxise. Parce qu'après la victoire des marxistes orthodoxes... Vous l'avez dit tout à l'heure, pour des raisons de compromis politique. Il est dans une nécessité, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, justement, c'est pour ça que je voulais y venir. Arnaud Montebourg, en 2014, n'est pas un héritier du vrai Jaurès, c'est ça que vous êtes en train de me dire, par exemple. Moi, les héritiers un siècle après, avec l'État social, pas s'en revendiquer. Quand il veut nationaliser Florange, par exemple... Vous dites, pour moi, ça n'a pas grand sens. Mais simplement, il est sincère dans la volonté qu'il applique à lui-même de faire en quelque sorte une synthèse à l'intérieur de sa propre pensée. On voit que c'est un effort dans les dernières années qui est très très important. C'est très frappant le personnage que vous me décrivez depuis le début, en complément du documentaire que vous avez vu, parce que ça le nourrit, ça l'étoffe, et du coup il n'est plus du tout le personnage qu'on utilise dans les discours. Et il est plus intéressant. Et on vient de se rendre compte combien il était plus riche effectivement que ce qu'on en entendait. Au-delà de Jaurès, je voudrais que vous fassiez attention au nom, ce qu'on appelle maintenant avec un anglicisme, le name dropping, la façon dont les hommes politiques placent les noms de grands hommes comme ça dans les discours, comme pour se placer sous leur ombre tutélaire, à commencer, souvenez-vous, par le discours de politique générale de Manuel Valls. Et la France a cette même grandeur qu'elle avait dans mon regard d'enfant, la grandeur de Valmy, celle de 48, la grandeur de Jaurès, de Clémenceau, de Gaulle, la grandeur du maquis. La grandeur de l'histoire, c'est Léon Blum qui, avec le Front populaire, a permis à tous les travailleurs de France de relever la tête et de partir enfin en congé. La grandeur de l'histoire, c'est aussi Pierre Mendès France qui, en 7 mois de gouvernement, fit davantage pour la France que tant d'autres en 5 ans. On entend le nom du général de Gaulle le 18 juin. On entend la voix d'Aimé Césaire. La voix d'Aimé Césaire, ce grand poète, jetant Racine, Zola et Victor Hugo à la figure des censeurs de Vichy. Voilà, tous ces noms qu'on se renvoie à la figure justement d'un meeting à l'autre, on a besoin de grande lumière. On considère que c'est un exercice imposé du discours politique, évidemment. Pourquoi le fait-on autant maintenant ? Je crois qu'on le fait beaucoup depuis toujours, et pas seulement en France. Quand on reprend les grands débats parlementaires du 19e siècle en France, qui étaient d'ailleurs d'une qualité qui paraît inouïe par rapport à ceux d'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'idée de se revendiquer des personnages
Au fond, je dirais que l'originalité aujourd'hui, c'est pas du tout qu'on se revendique de personnages illustres, parce que ça a toujours été comme ça, tout le temps, partout. C'est qu'on se revendique de personnages illustres qui ne sont pas forcément de son camp. Au fond, c'est la nationalisation de certaines références qui me frappent aujourd'hui. Alors, il y a des Jaurès, ça rejoint Jeanne d'Arc d'une certaine manière. Disons qu'il y a une mécanique de la récupération qui joue dans tous ces cas. Et ça s'explique par beaucoup de raisons. Bon, d'abord, quand même, par une histoire commune, parce que ça, je veux dire, Marc Bloch l'a très bien dit, lui aussi, etc. Quand on aime son pays, on aime son histoire, et on n'aime pas simplement des fragments d'histoire, bien sûr. Oui, mais ça participe à la confusion quand vos références sont d'un camp ou d'un autre, historiquement. C'est ce que j'allais ajouter. Vous comprenez beaucoup trop vite, c'est ce que j'allais ajouter. Il y a aussi évidemment le brouillage idéologique d'aujourd'hui qui facilite tout ça. Aujourd'hui, il y a des corridors en permanence entre la gauche et la droite, pas seulement à travers les hommes qui franchissent les frontières, mais à travers les discours. Et comme la gauche au pouvoir n'applique pas longtemps des programmes de gauche, et comme la droite au pouvoir n'applique pas longtemps des programmes libéraux, il y a toujours un moment dans tout gouvernement où on est obligé, où on se croit obligé, où on cède à la nécessité de faire très différemment de ce qu'on avait fait, c'est-à-dire de faire en partie la politique de l'adversaire. Et quand on fait en partie la politique de l'adversaire, c'est assez naturel à ce moment-là de récupérer les icônes, les statues et les saints de l'adversaire. Parce qu'on est dans un désert idéologique, c'est ce que vous avez écrit encore récemment. Bien sûr. C'est ça ? C'est un des éléments, bien sûr que c'est un des éléments. Parce qu'on est dans un désert idéologique. Et en même temps, les idéologies, c'était pas que du bon, Alain Duhamel. Bien sûr, mais c'est parce les autres à partie. Hein. C'est parce qu'on est dans un désert idéologique en ce moment, mais c'est aussi parce qu'il y a eu une banalisation sous la Ve République d'une forme d'alternance et de cohabitation qui contribue beaucoup à brouiller les choses. Roland Carroll. Peut-être, la première chose, c'est que le discours de Nicolas Sarkozy est une relative exception. C'est rare que systématiquement... Oui, c'est le syncrétisme voilà, jusqu'au bout. de citer toutes les icônes du camp d'en face. Toutes, elles y passent, toutes. Et alors, je ne sais pas si c'est ça qui marche, mais ça fait partie sans doute de ce qui marche. C'est l'exemple unique dans une campagne électorale où un discours fait l'élection. Nicolas Sarkozy est jusqu'à ce jour dominé par Ségolène Royal dans les sondages, et à partir du lendemain, et jusqu'au bout, il va être en tête des intentions de vote. Donc c'est un discours qui a marqué incroyablement. C'est le discours et la référence qui fait basculer la campagne, ou est-ce que les courbes laissent croiser? Parce que vous connaissez bien ça pour avoir dirigé longtemps un je n'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que ça cristallise à ce moment-là ce qui provoque, à mon avis, le changement de la courbe. À un programme. C'est-à-dire que sa triangulation rhétorique, on triangule, ça veut dire qu'on va chercher de l'autre côté les références, correspond également à ce moment-là dans sa campagne à une triangulation programmatique. Il y a une grande cohérence. Il propose, avec notamment la défiscalisation, je vais y arriver, des heures supplémentaires qu'il appliquera, en même temps que les mesures qui seront également dans le bouclier fiscal, c'est-à-dire celles pour les classes aisées, eh bien, il tient debout d'une chaîne. Du point de vue programmatique, je pense que c'est un ensemble, c'est pas simplement un discours évidemment, c'est bien qu'il fait l'élection, mais c'est une sorte de, non pas de synthèse, mais de rassemblement où il va chercher très loin des électeurs de Jean-Marie Le Pen, qu'il va réussir à ramener, et il va assez loin à gauche chercher des électeurs, et il assemble ça autour de son cœur de cible électorale de la droite pour remporter une victoire. Voilà. Et Ségolène Royal, dans cette campagne de 2007, ne l'oublions pas, a fait chanter la Marseillaise dans un meeting fameux, agiter des drapeaux bleu, blanc, rouge. Ça lui a valu des remarques très acerbes de la part de certains socialistes. Pas seulement les grands hommes ou les références. À la fin d'un discours de l'encadrement militaire de l'ordre juste à l'époque. Voilà. Et elle a aussi triangulé sur des questions qu'on appelle aujourd'hui de valeurs, sur la sécurité, des choses comme ça. Ne l'oublions pas, c'était une campagne de triangulation. Le seul qui triangulait pas, si on peut dire, c'était Jean-Marie Le Pen, qui était en fin de course. Et on apprend désormais que Marine Le Pen, elle, est en tête de la course, si je puis dire, parce qu'elle triangule aussi. Donc ça n'est pas une surprise, elle non plus, de l'entendre citer les grands hommes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Le programme économique est un programme aujourd'hui très largement de gauche. Il y a des grands hommes qu'on cite dans le discours politique et qu'on se met à ne plus citer. On ne cite plus Napoléon.
Parce que sans doute l'image... Bonaparte. Oui, Alain Duhamel a signé un livre célèbre sur Bonaparte et Nicolas Sarkozy. On ne cite plus les grands révolutionnaires de 89. Il fut un temps où les communistes citaient volontiers Robespierre. Je me souviens que je faisais jadis pour la revue L'Histoire un sondage sur les personnages historiques que les Français aimeraient bien rencontrer aujourd'hui. Celui qui clivait le plus l'opinion française de façon incroyable, avec une division gauche-droite dans l'électorat, c'était Robespierre. Eh bien, Robespierre, sans doute, devant ce clivage qu'il produit dans l'opinion, plus émotif que réellement informé, fait qu'on ne cite plus Robespierre. Voilà. Il y a des grands hommes qui sont utilisés à certains moments et qui disparaissent. Un peu comme les prénoms, d'une certaine manière. Oui. Et qui peuvent revenir de mode, pourquoi pas. C'est Churchill qui est en train de revenir en force. Il y a une Churchill-mania de l'autre côté de la Manche. On va commémorer le 50e anniversaire de sa disparition. Mais Alain Duhamel, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on n'a plus de grands hommes et donc... on va les chercher, on cherche des références, on cherche des miroirs, des inspirations. Je ne crois pas qu'il y ait une automaticité sur le taux de reproduction des grands hommes. Il n'y a pas forcément un grand homme par génération dans chaque pays. Si on devait citer dans les 10 derniers siècles de l'histoire de France les grands hommes, on n'en citerait pas un siècle sur deux. Il y a aussi des grandes circonstances qui font les grands hommes. Et oui, et les guerres notamment. Ne l'oublions pas. Et puis, il y a... à un moment, ceux dont la notoriété dépasse largement ses frontières nationales aussi, et qui devient une référence, non pas seulement une référence patriotique, mais une référence internationale, ou qui peut être européenne, par exemple. Après tout, il y a des grands hommes européens. Mais vous voyez aujourd'hui le grand homme dans 50 ans aujourd'hui, au sein de l'Europe, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de grands hommes sur le marché, à ma connaissance. En France ni en France, ni ailleurs. On le saura à la fin de l'histoire. D'ailleurs, quand la chouette de Minerve prend son envol. Avant, c'est un peu difficile. Oui, mais enfin, il y a des moments quand même où on avait l'impression qu'en Europe, il y avait des leaders charismatiques. Il y avait Mitterrand, il y avait Kohl à un moment. On avait l'impression... Mais Kohl est Kohl est devenu un leader charismatique parce qu'il y a eu la chute du mur de Berlin qu'on a... La réunification, c'est exceptionnel. Avant 89, il était beaucoup plus contesté que cela. Oui, mais enfin, il n'empêche que le couple Mitterrand-Kohl existait. Il a fait des choses, c'est pas ça. Je parle de son personnage. Pesé avant. Oui, mais ça, alors là, pour le coup... Kohl, on fera une autre émission. Oui, pour le coup, c'est une évidence. Pour que le grand homme soit perçu comme un grand homme, il faut qu'il y ait eu les grandes circonstances, bien sûr. Mais je ne crois pas beaucoup, en revanche, à l'existence de grands hommes clandestins. Je ne crois pas du tout que dans la vie politique française, en ce moment, il y ait des grands hommes dont on ne se rend pas compte que ce sont des grands hommes. Pas et à qui il manque seulement une expédition coloniale ou une guerre. Ça, c'est dangereux. Je vous arrête. Non, mais j'ironise, évidemment. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission, tous les 5, avec le réalisateur du documentaire qui était là avec nous tout à l'heure. Vous pouvez évidemment continuer à laisser vos commentaires, vos messages sur le mail de l'émission qui s'inscrit en bas de l'écran. La semaine prochaine, c'est Claire Barsac qui sera là, Claire Barsac, pour le docu-débat sur les autoroutes françaises, ça vous intéressera. Ça s'appelle Le pactole perdu de l'État. À très vite.